15. On peut y aller. Mesdames, Messieurs, je suis heureux, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième séance du cours sur les limites et la notion de limite. Et vous vous rappelez qu'après l'introduction il y a 2 semaines, nous avons reçu la semaine dernière le professeur Sylvain Piron qui a parlé des limites des ressources dont nous disposons pour faire société et pour réaliser nos sociétés, les sociétés dans lesquelles nous vivons. Aujourd'hui, il ne sera plus tant question des limites de ces ressources que de leur usage, car le constat critique sur la situation par rapport aux ressources, on ne peut pas s'en tenir au constat critique, il s'agit de savoir comment user, comment utiliser, sans abuser, les ressources qui sont les nôtres. Pour cela, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Étienne Wurst, qui est spécialisé dans ce domaine, directeur de recherche au CNRS. Il est maintenant au CEA, il occupe également des fonctions de directeur au CEA à l'université, c'est lié à l'université de Savoie. Voilà, l'Institut national d'énergie solaire. Et il est spécialiste de la question du mix énergétique. Et nous sommes donc très heureux qu'il ait accepté de venir nous en parler, car c'est vraiment une voix éminente sur cette question. Et il sera interrogé au début de la reprise par la professeure Elisabeth Gangloff-Parmentier, notre doyenne, qui lui posera quelques questions selon l'usage de ce cours. Et au bout d'une vingtaine de minutes d'échange, comme selon le même usage, vous aurez la possibilité de dialoguer avec Étienne Wurst, de lui poser les questions et de discuter avec lui. Alors sans plus attendre, je lui laisse la parole et je nous souhaite un excellent moment dont je ne doute pas qu'il sera excellent. Alors merci beaucoup, merci pour l'invitation. J'espère qu'effectivement, la présentation, vous le verrez, qui est un peu technique, mais vulgarisée, pourra vous intéresser. Le mix énergétique, pourquoi? Le mix énergétique a pour enjeu, pour objectif, d'arriver à un réseau qui serait entièrement décarboné à l'horizon 2050. Un réseau mondial, puisque vous le savez, on veut tous aller vers la décarbonation, il y a beaucoup de moyens. Vous n'entendez pas? Alors, je peux essayer d'augmenter le micro. Non. En fait, c'est pas que je parle pas assez fort, c'est que je suis trop loin du micro, mais c'est un peu... Là, je l'ai mis à fond. Ouais. Bon, écoutez, je vais essayer de me rapprocher du micro et que vous entendiez. Donc voilà, simplement... vous dire, l'enjeu, c'est ce réseau décarboné qu'on ne peut pas envisager avant 2050 pour beaucoup de raisons, puisqu'on ne peut pas passer du jour au lendemain à un réseau carboné qui a été créé par le pétrole, par le gaz, par le charbon. Et on va voir un petit peu comment, par quel chemin on peut y arriver. Et on verra que, même si c'est un enjeu, vous le savez, énergétique, c'est très important. Il n'y a pas que l'énergétique dans les ressources, même si souvent, bien sûr qu'on parle beaucoup de nos ressources fossiles. On va parler un peu des ressources qui ne soient pas fossiles. Et on va voir que lorsqu'on voudra passer à des ressources non fossiles, qu'on voudrait appeler renouvelables, malheureusement, il va aussi falloir beaucoup de ressources, de métaux, de matières. Et donc, quand on parle d'usage des ressources, on se heurte, vous allez voir, à un certain nombre de limites que je vais présenter en espérant ne pas trop vous déprimer quand même par la présentation. Donc voilà, alors pour commencer, je vais commencer un petit peu par une provocation. La provocation, c'est un peu ce qu'on voit dans les médias, et il n'y a encore pas très longtemps,
Alors, c'est des médias français, hein, je suis désolé. Je n'ai pas encore réussi à récupérer l'équivalent, mais je suis sûr qu'on trouverait exactement la même chose dans les vôtres. Si on regarde un peu les titres, alors c'est écrit petit, je vais le reprendre, mais sauver la croissance, la première urgence de Valls, ça date déjà d'un moment. L'INSEE confirme des vents porteurs pour la croissance. Croissance, grand retour pour l'Amérique. La surtaxation du capital pénalise la croissance. Voilà, donc on était, et on est toujours, hein, et aujourd'hui la croissance c'est quelque chose qu'on regarde tous les jours en se disant est-ce que la croissance c'est génial, ça rapporte de l'argent, ça fait développer l'économie. Et la question c'est est-ce qu'il faut y aller et surtout, est-ce qu'il y a une limite, hein? Il y en a qui vont parler de décroissance, il y en a qui vont se dire la vie ne peut pas se faire sans croissance, où je vais. Et le propos, c'est un peu de se dire, c'est peut-être pas ça le modèle. Alors le modèle, si c'est pas ça, pourquoi ce serait pas ça? Eh bien, la réponse, elle est, il y a une limite au modèle de croissance, vous l'avez tout de suite ici. On est limité par les ressources qui vont être planétaires, environnementales. Et donc là, je vous en ai donné un certain nombre. Ça n'a jamais volonté d'être exhaustif. On le verra, on essaye de se dire le problème, il n'est pas seulement le carbone. Le problème, il est... on vous a parlé de couche d'ozone, on vous a parlé de pollution chimique, d'acidification des océans, de perturbation du cycle de l'eau douce. Tout ça, ce sont finalement nos limites auxquelles on est confronté, nos limites qu'on aimerait dépasser. Et on se dit finalement avec tout ça, vous allez le voir, est-ce que la technologie va nous apporter la réponse? Et si ce n'est pas la technologie, quelle est? Et peut-être que je n'aurai pas tout à fait la réponse, mais en tout cas, je vais essayer de creuser la question. Une première chose qui est importante quand on voit le fonctionnement, cette fois-ci, de la biosphère, hein, où on va avoir un certain nombre de cycles. Le cycle, pourquoi? Pour que l'univers, pour que la Terre fonctionne, il faut produire un certain nombre d'éléments, il faut consommer, il faut, une fois qu'on l'a consommé, il faut le digérer et donc se décomposer. Donc on va avoir un cycle de décomposition. Et puis, d'un autre côté, on va avoir de la consommation, de la production. Tout ça, c'est un modèle qui doit fonctionner, un modèle qui a fonctionné dans le passé, qui a fonctionné, on va dire, déjà jusqu'au XVIIIe siècle sans aucun problème. Et où est arrivé le problème chez nous en énergie? C'est que tout d'un coup, on s'est mis à consommer. Alors, d'abord, beaucoup de bois, et beaucoup de bois au début du XXe siècle, qui faisait que nos montagnes ont commencé à disparaître, hein, les forêts ont beaucoup diminué, et si on n'avait pas eu des palliatifs au bois, aujourd'hui, on aurait des gros problèmes de déforestation. Vous allez dire, on en a déjà, mais ce serait pire. Le charbon, qu'on critique beaucoup, le pétrole a sauvé le bois. Et on voit des photos si on voit des photos parfois de cartes postales, on dit « Ah ben les montagnes, elles ont été érodées. » Et tout d'un coup, la forêt est revenue parce qu'on a moins consommé de bois. Donc il y a quand même des choses positives. Mais effectivement, on a consommé ce charbon, on a consommé ce pétrole qui a mis des millions d'années à se décomposer et arriver. Et en très très peu de temps, en 1 ou 2 siècles, finalement, on a tout éliminé. Et on est arrivé un petit peu à la limite, vous le voyez, alors je ne sais pas si on voit toujours bien les années, mais en gros, les années 70, tout d'un coup, on est arrivé au jour, c'est le début de mon graphe, où les ressources qu'on consommait sur la Terre étaient plus faibles que ce qui était produit par le cycle de la Terre. Et donc on peut dire que c'est à partir de ce moment-là que tout a basculé, hein, en 1971, où tout d'un coup, on a dépassé la limite de ce que la
Terre pouvait nous donner. Et ça ne s'est pas arrangé, puisque vous voyez sur mon graphe, finalement, au début, c'était effectivement fin décembre, puis fin novembre, on avait déjà tout consommé, fin septembre, et vous voyez que ça ne fait que augmenter, et qu'aujourd'hui, malheureusement, autour de juillet-août, on a déjà tout consommé, ce que l'année peut nous produire. Le reste, on l'emprunte, on va dire, aux futures générations. Et il va falloir le rembourser quelque part parce que pour l'instant, on n'a pas de modèle qui permet de se dire moi, je garde l'équilibre. Donc là, on a déjà dépassé la limite. Et notre limite, pour moi, la vraie limite, elle est là. Alors on va se dire, soit on tombe dans la déprime, soit on essaye de se dire qu'est-ce qu'on peut faire. On a un peu deux courants qui s'opposent. Deux courants qui vont s'opposer, c'est la technologie ou la sobriété. La technologie, c'est le modernisme, c'est dire je vais pouvoir sortir. Donc là, vous voyez, j'ai sur mon graphe, la sobriété est quelque chose de très important. Fabriqué avec des processus naturels, des technologies low-tech, donc c'est à l'inverse du high-tech. On essaye de faire, de rester sur des choses très simples. Et puis on cherche un petit peu à sauver le monde avec des nouvelles technologies, avec des idées neuves et des idées qui vont effectivement aussi permettre de réduire l'impact environnemental et permettre, parce que c'est notre objectif, si je veux redescendre en dessous de la limite, c'est il faut que j'arrive à produire chaque année ce que la Terre me donne. Et puis, j'ai une vision économie circulaire qui va me dire, oui, il y a une autre solution, c'est dire, je vais plutôt aller dans la sobriété des usages et je ne fais pas trop confiance à la technologie parce que je n'y crois pas trop. Alors, bien sûr, quand on voit ça, on va se dire, oui, moi, je connais la solution. On se demande pourquoi vous me le présentez. Vous allez me dire, il faut faire de la sobriété. Ce n'est pas avec la technologie qu'on va pouvoir s'en sortir. Alors, peut-être, mais on va commencer par un petit exemple, c'est de dire, oui, mais la sobriété, c'est quoi? C'est se passer de téléphone, par exemple. Est-ce que c'est facile de dire, oui, c'est bien la sobriété? Mais après, si on passe à des exemples, ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, je me prenais l'exemple d'un téléphone que vous avez, et que j'ai aussi, un petit téléphone qu'on a, c'est 200 kg de minerai. Donc 200 kg de minerai, de métaux, qui est issu des mines, on a aujourd'hui des milliards de téléphones fois 200 kg, c'est quelque chose de gigantesque. C'est pour dire que, oui à la sobriété, mais qu'est-ce que ça veut dire? L'équivalent, vous l'avez tous. L'autre penchant, alors je prends des exemples volontairement un petit peu provocateurs, pour dire simplement que la solution n'est pas si simple. Si on dit à la société, écoutez, on a la solution, il suffit de se passer d'Internet. De nouveau, aujourd'hui, Internet, 4 à 5% de la consommation de l'énergie mondiale, quelque chose de gigantesque, qui en 2030, on imagine 21%, donc 20% liés à Internet. Est-ce que la sobriété, ce serait de dire je reviens comme avant? Je pouvais le faire, mais effectivement, quand je vais proposer ça, c'est peut-être pas non plus la solution qui va faire l'unanimité. Alors peut-être entre nous, mais en plus on n'est pas nombreux, mais si on va voir nos voisins, ils vont dire il faut changer de modèle. Donc c'est simplement pour dire oui, j'aimerais bien trouver une solution simple, j'aimerais bien dire ma solution elle est simple, je vais faire de la sobriété, et là je vous dis je vais peut-être pas y arriver comme ça, et les choses sont peut-être un peu plus compliquées dans tous les domaines, et donc après vous allez me dire ouais mais vous avez autre chose. C'est ce que je vais essayer aussi de proposer, sauf si on s'arrête là, et on peut arrêter la conférence en disant on arrête les téléphones, on arrête Internet, et puis on a la solution. On a retrouvé la sobriété. On voudrait de la sobriété dans un pays où on profite un petit peu des développements technologiques et on profite de choses qui sont quand même intéressantes
Et souvent, on critique un petit peu, avant c'était bien. Oui, avant c'était bien. Il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, on se dit... peut-être qu'on est plus polluant qu'avant, on va le voir tout à l'heure. Peut-être qu'on a des impacts environnementaux plus négatifs qu'avant. N'empêche qu'on a une durée de vie relativement avancée en bonne santé qu'avant on n'avait pas. Donc on a quand même des grands progrès de la technologie moderne sur lesquels il faut compter et de se dire, avec tout ça, qu'est-ce que je prends de bien et qu'est-ce que je prends de moins bien. Autre chose, alors je dis, on va faire de la technologie. Il y a un aspect que je voudrais prendre juste pour prendre un exemple, puisque c'est un petit peu mon domaine, c'est l'énergie solaire. Si on prend l'énergie solaire, et on en regardera un petit peu, mais vous avez tous entendu parler de ces capteurs solaires, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui font le photovoltaïque. Vous avez ici quelques exemples, juste pour montrer que la technologie peut nous aider. La technologie peut nous aider. J'ai pris les capteurs solaires, ça a commencé dans les années 70. On a les premières technologies, donc c'est très très récent. On est bien après le charbon, bien après le pétrole et tout ça. Aujourd'hui, si je compare un capteur des années 70 à un capteur d'aujourd'hui, années 70, on était à 40 watts. Aujourd'hui, le même capteur solaire que vous avez sur votre toit, il est à 400 watts. Donc ça veut dire que en quelques dizaines d'années, grâce à la technologie, on a divisé par 10 ou multiplié par 10 la production avec une même surface et un équivalent à peu près de métaux équivalents. Donc là, on est dans un exemple où la technologie peut faire des choses très intéressantes. Donc c'est de se dire, on en a besoin, on ne peut pas s'en passer, comment je peux, et ça va être un peu la suite, mixer technologie et sobriété. Pour prendre un exemple, encore une fois, tout simple et que vous connaissez, c'est de se dire, on va commencer à parler carbone. Si vous le savez, je peux faire des déplacements. Alors, dire que je ne prends plus l'avion, c'est compliqué. Il y en a qui vont dire, oui, mais moi, comment je fais? Il y a des fois où je suis bien obligé. J'ai des modes de transport qui peut être intéressant. Et je dois essayer de trouver un juste équilibre entre optimisation technologique et sobriété des usages. Par exemple, si je prends... Aujourd'hui, on dit on va faire des voitures, des batteries électriques. Là aussi, nous, on travaille beaucoup sur le développement des batteries. Une batterie électrique, c'est bien. Si je prends une batterie électrique, j'ai pris une batterie de voiture assez classique. Une batterie qui va faire 100 kWh, c'est un peu ce que je vais prendre pour mon pick-up, ma grosse voiture moderne. Elle fera déjà 2 voitures classiques, mais elle fera aussi 16 petites voitures, et puis elle fera plusieurs centaines de vélos. Donc, c'est aussi de se dire, oui, et je ne demande pas que tout le monde roule en vélo électrique, mais de se dire, je peux avoir une même technologie qui peut servir, qui peut être utile différemment, et il faut commencer à réfléchir à ça. Ça, c'est simplement pour se dire, finalement, où je peux aller. Et je vous l'ai mis à gauche, le problème que j'ai avec ma batterie, on commence à le voir, mais vous allez le voir de plus en plus, c'est pas tellement un problème d'énergie, c'est un problème de métaux. Là, vous avez plein de métaux qui vont être, et pour faire cette batterie, il fallait un petit peu toute cette quantité de métal qui va me falloir utiliser. En gros, ce que je veux dire, et c'est un peu le fil rouge, oui, on est limité. La sobriété, c'est un enjeu. La technologie, c'est obligatoire. Et après, il faut que je fasse quelque chose d'intelligent. Et quelque chose d'intelligent, je vais vous le mettre un petit peu par quelque chose de moins intelligent, mais qui a une réalité. C'était pour vous montrer aujourd'hui comment je fabrique une batterie. Comment je fabrique une batterie? Une batterie d'aujourd'hui, les batteries modernes, on va être en ion lithium. Donc, je vais aller chercher d'abord du lithium, souvent en Corée. Et après, je vais avoir
une première transformation qui va se passer aux États-Unis. Je vais l'emmener au Japon pour le transformer. Je ne vous donne pas tous les cycles de transformation, mais sur la batterie ion-lithium, elle va subir un petit peu ces différentes transformations entre lithium au départ d'une batterie européenne jusqu'à arriver tout à fait à droite à ma batterie. Cette batterie, pour arriver à votre voiture, elle a fait plus de 30 000 km parce qu'elle est allée d'un pays à l'autre pour des raisons essentiellement économiques. Et c'est là qu'on va se dire, changer d'approche, on va vous parler après d'analyse de cycle de vie, c'est de se dire, je peux faire la même chose que je fais jusqu'à présent, mais essayer de le faire, j'ai presque envie de dire intelligemment, en tout cas, non plus avec une vision qui était que économique, qu'on a connue jusqu'à présent, mais avec une vision, justement, qui vient respecter ses limites, qui vient de se dire comment je pourrais changer de modèle, comment je pourrais changer d'approche, tout en gardant mon côté technologique. Je ne peux pas y échapper, mais en essayant d'optimiser l'ensemble. Et c'est ça vers lequel on veut aller. Alors, si je veux optimiser l'ensemble, qu'est-ce qu'il me faut que je n'avais pas jusqu'à présent? Je n'avais rien pour mesurer. Souvent, y a quelque chose qui dit, si vous voulez progresser, il faut mesurer. Ce qui ne se mesure pas ne peut pas s'améliorer. Et donc, c'est ce qui est venu, c'est ce qui est arrivé, c'est ce qu'on va appeler l'analyse de cycle de vie. Dans tous les domaines, on va essayer de mesurer, d'évaluer et de voir comment je peux limiter une technologie, limiter un usage sans en pâtir et sans en souffrir. Alors, ce qu'on se disait, c'est oui, il suffit d'optimiser les usages des ressources. Donc, finalement, c'est un peu ce que je dis là. Vous dites, OK, je vais me mettre avec ma batterie. Si au lieu de faire 30 000 km, elle n'en fera plus que 5 000, je vais diviser par un certain nombre de tonnes le poids de sa fabrication et je serai intéressé. Mais on a ce qu'on appelle l'effet rebond, que vous allez comprendre, qui est un peu un paradoxe. Et je l'ai montré sur le charbon. Si sur le charbon, vous dites, voilà, avec du charbon, il va me falloir une certaine quantité de tonnes pour produire une quantité d'énergie. Et en gros, pour faire 100 kWh d'énergie, on a dit, tiens, avant, il fallait 12,3 tonnes de charbon et en 1860, il fallait plus que 4,9 pour faire 100 kW. Donc on se dit, c'est génial, on a divisé par 3 la quantité de charbon qu'il fallait pour faire 100 kW d'énergie. Sauf que dans le même temps, si vous regardez la production, on était à 0,7 et puis on est arrivé à 4,1 tonnes par individu. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous allez rendre quelque chose de plus efficace, ça va être beaucoup plus intéressant. Et comme c'est beaucoup plus intéressant, on va en consommer beaucoup plus. Et c'est ça, ce paradoxe de Gibbons qui va être compliqué. Alors là, on a dans le charbon, c'est vrai dans tous les domaines. Et chaque fois que vous allez dire, oui, regarde, moi, ma technologie, elle va m'améliorer, mon cuivre, elle va m'améliorer, mon lithium, mon uranium, je vais en consommer beaucoup plus puisqu'il sera beaucoup plus efficace, il sera beaucoup plus intéressant. De nouveau, ça me heurte, on est par des limites, à chaque fois que je veux aller quelque part, ça coince, quoi. Et donc, encore une fois, je ne vous ai pas dit que je trouverais la bonne solution. Par contre, ce qu'on peut savoir aussi, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et ce qu'il ne faut pas faire, ou ce qu'on va voir, qui va être une autre limite, que vous connaissez un petit peu, c'est la production de pétrole. La production de pétrole, ça fait longtemps qu'on dit « Ah oui, mais il y a le fameux pic de Huber, on a plus de pétrole que de ressources et on en trouvera toujours plus et on continuera. Et il y en a en Alaska et il y en a ailleurs. » Alors, il y en a beaucoup quand même sur la Terre. Et il y a des réserves qui sont assez importantes. Mais
il y a beaucoup de réserves qu'on ne pourra jamais atteindre. C'est-à-dire que s'il vous faut plus d'énergie pour atteindre votre réserve qui va devenir de plus en plus basse, de plus en plus profonde, que l'énergie qui va vous permettre de faire avancer votre voiture avec votre pétrole, il y a un moment, on dit on arrête, parce qu'effectivement, il me faut plus de pétrole pour aller le creuser que de pétrole pour aller l'utiliser. Donc, on arrive quand même à une limite, et là, on le voit, et là, elle est, je trouve, très intéressante. Alors, ça, donc, c'est le pétrole, hein, les réserves de pétrole de tous les pays. Donc, vous le voyez, la Russie, elle en a encore pas mal, hein, l'Arabie Saoudite, bien sûr, beaucoup, l'Irak, et on voit aussi qu'il y en a qui en ont de moins en moins et qui commencent à diminuer. Vous voyez, alors la grande barre du milieu, c'est le Covid. Hein. Le Covid, et c'est pour ça que c'est assez intéressant, c'est en 2020, tout d'un coup, on n'a plus produit, puisqu'il n'y avait plus de demande, un peu la Terre s'est arrêtée. Elle est repartie. Ce que vous avez, c'est un petit peu des réserves qui existent, mais vous voyez aussi que, de toute façon, la production, elle est destinée à s'arrêter, elle va s'épuiser, et pays par pays, un peu au fur et à mesure, il restera quelques pays qui seront capables de produire, hein, comme l'Arabie Saoudite, qui reste quand même assez important, mais qui sera un peu seul dedans. Et de toute façon, ça s'arrête, et ça s'arrête, j'ai envie de dire, presque en exponentiel. Alors 2050, on peut se dire c'est encore loin, mais c'est pas si loin que ça. Et surtout, là, on a une vraie limite. Et ça, c'était un exemple. De toute façon, là, ça se termine. Et même si le graphique, il est un petit peu faux à pas grand-chose près, c'est des modèles qu'on a depuis longtemps qui, d'aujourd'hui, deviennent de plus en plus certains. Et donc, il va falloir se dire, qu'est-ce que je peux faire ? Et là, c'est intéressant. Je dis, finalement, l'énergie, ça, je sais que j'en ai toujours besoin. Et donc, je peux avoir différents modèles. Donc, là, on a des modèles qui sont plus ou moins sûrs. Mais après, on fait des modèles pour se dire, et demain, comment je peux avoir ? Et là, on a des modèles intéressants. J'ai pris, par exemple, celui de l'énergie solaire. Celui de l'énergie solaire, vous avez donc l'AIA, qui est l'Agence internationale de l'énergie, qui fait des modèles mondiaux en fonction d'hypothèses qui vont être choisies. Et là, en fonction des hypothèses, si vous regardez où on est, hein, nous on est en 2023, on est encore dans une utilisation qui est très très faible. On sait que ça va se développer. Aujourd'hui, beaucoup se disent « Ah oui, mais on utilise beaucoup de solaire ». Quand vous comparez ça avec ce qui va arriver, effectivement, on en est très loin. Mais on a des modèles, notamment on avait un modèle, alors maintenant qui est dépassé, qui était en 2019, qui disait finalement, le solaire, regardez où on est à 8000 gigawatts installés. Bon, on sait que c'est déjà, mais on le gardait parce que c'était intéressant de voir que lui, il est totalement dépassé. On a des modèles, alors c'est le scénario, qui dit on est à 65 000 mégawatts installés. Donc là, on se retrouve sur des modèles bien sûr très optimistes, où on se retrouve à 90% de la production renouvelable électrique, 70% en 2050. Bref, c'est des modèles qui peuvent être optimistes, mais c'est surtout pour vous dire que c'est un choix à faire. Et à un moment, il faut faire le choix en se disant vers où je peux aller. Je vais vous montrer qu'on est capable d'y aller. C'est plutôt un choix qui va être, et un choix qui va être compliqué, puisque vous allez voir, c'est ce que je vous mettais un peu au début, c'est pas juste, c'est plus facile l'un que l'autre. Mais ça revient un petit peu sur le côté, oui, il va falloir utiliser de la technologie, oui, on a un potentiel qui est intéressant pour dépasser nos limites, et bien sûr, on va devoir aussi faire de la sobriété, on en verra. Simplement pour donner quelque chose que j'aime bien, c'est l'idée un petit peu de l'IAE. Alors, c'est pour ça que je vous ai montré avant qu'il y avait beaucoup de scénarios, et c'est toujours très difficile à dire. Mais quand même, dans ce qu'on propose aujourd'hui, si on veut s'en sortir, si on veut avoir une planète qui peut vivre en 2050, on imagine, grosso modo, vous avez deux courbes qui sont la courbe jaune et la courbe verte.
La jaune, c'est le solaire et le vert, c'est l'éolien. Et grosso modo, on dit en 2050, on est à 35% de solaire, à 35% d'éolien. On est à de nucléaire 10%, d'hydraulique 15%. Voilà. Et après, il y a les autres énergies qui seront pas très importantes. Mais ce qui veut dire, on peut ici avoir des raisons de se réjouir, puisque finalement, on peut y arriver. Ce sera compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Je vais vous donner tout de suite un exemple. Dire 70% de solaire et d'éolien, on dit c'est génial. Avec ça, nous, on est sauvés. On sera tous en énergie renouvelable. Sauf que quand on dimensionne un réseau, il faut toujours dimensionner dans les conditions les plus catastrophiques. Parce que vous dites, si le cas le pire qui peut se produire, on dimensionne avec l'uranium, ça va, on se dit, je ne peux pas augmenter trop la centrale parce que ça ne varie pas beaucoup. Mais quand je vais dimensionner un réseau et que j'ai du solaire et du vent, il faut dire que le cas le plus critique, c'est j'ai pas de soleil et j'ai pas de vent. Si ça représente 70% de votre production et que vous dites, moi, il faut que je dimensionne pour que quand j'ai zéro, eh bien, il faut que je change complètement de modèle. Et c'est comme ça. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas dire, ah bah oui, je prends du charbon, parce qu'à l'époque, dans les années 70, on avait du charbon. On est en 2050. On n'a plus ça. Donc, il va falloir utiliser des batteries électriques, utiliser, on appelle ça des steps, on stocke de l'électricité avec des variations potentielles de l'eau, avec des volants d'inertie. C'est des grands volumes de béton qu'on fait tourner très très vite et qui ont une inertie et qui peuvent stabiliser mon réseau. Parce que je peux avoir l'énergie renouvelable, mais c'est pas comme le pétrole, c'est pas comme le charbon. Si j'ai pas de soleil, si j'ai pas de vent, ça fonctionne pas. Donc il faut vraiment se dire, il faut que j'ai ça, et il faudra que j'ai autre chose qu'on n'a pas du tout aujourd'hui, c'est la flexibilité des personnes. Et c'est là où on arrivera à la sobriété, et qu'on vous dira un jour, demain, on ne fera pas le cours à l'université, parce qu'on ne peut pas la chauffer, vous restez chez vous, on le fera en visio, et vous aurez l'ordinateur, mais on n'a pas le choix, on ne peut pas continuer à vivre, et donc on peut dire, j'ai des quantités de stockage énormes. Non, j'aurais pas, j'aurais besoin j'ai envie de dire, la sobriété, ce sera l'humain qui dira, ok, moi je suis de bonne volonté, et ok, je comprends, et aujourd'hui j'accepte, et j'accepte que le bâtiment ne puisse pas être occupé, j'accepte qu'aujourd'hui on ne produise pas, je suis obligé de faire un certain nombre de sacrifices. Autre chose qui est très intéressant avec cette dimension-là, c'est que quand je vous dis que le solaire se développe, tout d'un coup, il faut se dire aussi que les pays qui ont le plus de soleil, ils vont être les plus intéressants. Le pays qui est le plus intéressant aujourd'hui, c'est le Chili, au niveau du solaire. Mais ça veut dire qu'en Afrique, on est à 90% de l'électricité qui sera solaire à cette époque-là. Au Chili, on a 70%. En Inde, on est encore sur des valeurs assez hautes. En Europe, on est malheureusement un peu plus bas parce qu'on a un peu plus de mal. La Suisse, je ne l'ai pas, mais l'Allemagne, elle est très basse par rapport à ce qu'on a dit. Alors, encore une fois, c'est pas très grave. Si j'ai pas de solaire, j'aurais peut-être un peu de vent. Mais simplement, ça, c'était intéressant pour dire on peut avoir une transformation complètement des choses quand on sait que celui qui a l'énergie et a le pouvoir, si je dis j'en mets beaucoup dans le solaire, c'est aussi de se dire c'est peut-être d'autres pays. Et ce qui est intéressant, j'aime bien montrer cette petite image parce qu'elle va beaucoup vous rassurer. Vous dites oui, mais les limites, et comment je fais, est-ce que j'aurai assez d'énergie? Pour 2050, si vous voyez mon petit carré orange qui est à gauche, c'est l'énergie qu'il faut en capteur solaire sur la surface de l'Afrique pour alimenter le monde entier pendant l'année. Quand je vous montrais tout à l'heure, on est déjà au mois d'août et on a déjà tout consommé au mois d'août, là, il me faut cette surface-là au cœur du Sahara pour alimenter la Terre entière en énergie en 2050. Donc, c'est d'un côté, c'est catastrophique. De l'autre côté, je ne dis pas que c'est simple à faire. C'est une surface qui est
colossale, hein, cette surface. Mais à l'échelle où elle est donnée, vous voyez que finalement, ce n'est pas très grand. L'Asie, bah, c'est le carré d'à côté. Ce petit carré, il vous fournit l'énergie en Asie. Et puis, si vous voulez avoir l'Europe, eh ben, vous avez effectivement un tout petit carré. Et on pourrait peut-être un jour leur demander à ces pays du Sud s'ils voulaient bien nous alimenter en énergie parce qu'ils ont le potentiel sans difficulté. Alors, sans difficulté, encore une fois, ça, c'est l'énergie que j'ai. Après, si je veux l'utiliser, il faut que je stocke, il faut que je distribue. Donc oui. Mais je dis, j'ai une solution. J'ai une solution, et là, tout d'un coup, on se dit, bah, c'est génial, on a trouvé, on peut s'arrêter là, c'est génial, parce que si j'ai l'énergie, le reste va suivre. Eh bien, j'ai tout de suite un autre problème, c'est un peu la deuxième partie de ma présentation. Faut que j'aille trop loin quand même. La deuxième partie, c'est, on a parlé beaucoup d'énergie dans cette première partie, mais maintenant, on va se dire, il n'y a pas que l'énergie, il faut aussi la matière première. Et malheureusement, quels que soient effectivement les scénarios qu'on a faits, les énergies renouvelables et la mobilité, hein, parce que finalement, c'est un peu, je mets ça ensemble. Hein, les bâtiments, on les a aujourd'hui, on va faire bas carbone, mais ça, c'est pas un problème. Il nous faut deux choses, il faut qu'on se chauffe et il faut qu'on se transporte. Et bien, dans ces deux cas, ils consomment énormément de matière, à la fois minérale et à la fois métallique. Et c'est ce qu'on va voir, c'est que si je veux faire augmenter ces matières, l'énergie renouvelable, par rapport au pétrole, par rapport à d'autres énergies, eh ben, ça va me consommer, alors je vais le voir ici, pour une même quantité hein, d'énergie par rapport aux énergies fossiles, il faut 15 fois plus de béton, il faut 90 fois plus d'aluminium, 50 fois plus de cuivre. Donc on dit, OK, je viens à peine de trouver la solution que, encore une fois, j'ai une nouvelle limite. Et je dis, c'était génial, regardez, j'avais tout. Ah oui, mais j'avais tout pour faire mon carré, mais sauf que pour faire mon carré, il me faut une quantité de métal, une quantité de matière qui va être colossale. J'aurais dû m'arrêter juste avant, vous auriez dit, c'est bon, on a gagné. Ben non, on n'a pas tout à fait gagné. Et c'est bien plus compliqué que ça. Et donc, effectivement, on se dit aujourd'hui, on est persuadé, c'est le défi de la transition, c'est on arrête le charbon, on arrête la biomasse, on fait développer. Donc, et là, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Hein. Ce diagramme est intéressant puisqu'il vous dit aujourd'hui 28 ou 29% de charbon, 10% de biomasse, biomasse c'est le bois, hein, 21% de gaz, 31% de pétrole. Et en bas, vous avez ce que j'utilise, qui est décarboné. Hein. 4% nucléaire, 2% d'hydraulique, 0,4% de vent, 0,08% de photovoltaïque. Donc ça, c'est pour ce que je vous ai montré jusqu'à présent, ce n'était pas ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. C'était ce qu'on veut faire demain. Et si je veux arriver à 35% en PV et 35% en vent par rapport à ça pour enlever l'autre, eh bien, qu'il me faut tellement plus de matière, il faut que je change aussi d'approche, il faut que j'ai une réflexion là-dessus. Donc maintenant, on va partir un petit peu sur autre chose. Et donc finalement, c'est ce que j'ai mis en bas, on passe de la dépendance au pétrole à la dépendance aux métaux, hein, puisque c'est ça qui va être le gros enjeu. Alors on peut dire, oui, mais les métaux, on en a besoin pour autre chose. Oui, mais pour autre chose, on a besoin de beaucoup moins. Et c'est plutôt c'est l'énergie qui va être la grosse partie. Après, on a déjà, il faut donner juste quelques règles, et après je vous montrerai un peu nos limites de nouveau. Mais il y a trois types de métaux à regarder. Alors les métaux rares, ceux-là, il faut... on en utilise, hein, c'est les métaux rares, on en a tous dans nos téléphones. C'est des métaux très précieux, mais qui sont rares, non pas parce que... ils sont rares parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais on en utilise aussi très peu, et on essaie d'en utiliser le minimum. On a les métaux stratégiques, c'est justement tout ce qui va nous servir à nous pour faire de l'énergie. On va parler du cuivre, vous verrez après. Et il y a les métaux critiques.
Et les métaux critiques, ben effectivement, alors là, c'est un peu comme pour la biodiversité. On a des métaux qui vont s'épuiser et on n'a pas grand-chose à faire. Hein. On sait que certains métaux, on est à la fin des ressources. On parlera après de recyclage, on va reprendre un petit peu, mais ils vont s'épuiser quelque part, comme il y a des mammouths qui ont disparu et on continue à vivre sans les mammouths, on va vivre sans un certain nombre de métaux parce qu'on en aura trop consommé. Certains métaux vont continuer à exister toujours. Et donc, il faut aussi réfléchir aujourd'hui à qu'est-ce que je fais demain, quels métaux j'utilise, sachant que ceux-là, ils sont condamnés, mais je vais substituer avec d'autres. Le silicium, par exemple, c'est une source pour faire du photovoltaïque, ça, rassurez-vous. C'est une grande ressource, la 4e ressource de la planète. Les panneaux solaires, je n'ai pas d'inquiétude à avoir pour fabriquer du photovoltaïque avec du silicium. Par contre, dans mon panneau solaire, j'ai beaucoup d'argent. L'argent, ça, j'en ai plus beaucoup. Et il va falloir faire quelque chose, sinon je ne pourrai plus. Donc voilà, donc c'est cette réflexion qu'il va avoir. De nouveau, on a gagné d'un côté, on perd de l'autre. Donc vous connaissez ce tableau des éléments. Et bien, dans ce tableau des éléments, effectivement, j'ai à travailler pour dire, voilà, de nouveau, c'est une autre limite que je vais me donner et que je vais accepter, hein, parce que je n'ai pas le choix de l'accepter, en se disant comment je peux faire. Et je regarde un peu dans l'avenir, qu'est-ce qui n'existera plus, qu'est-ce qui existera mais en petite quantité, et de quoi j'ai besoin absolument et qu'il faut vraiment aujourd'hui que je n'utilise plus, parce que quand je n'en aurai plus, je n'aurai pas de solution palliative pour ça. Oui. Vous parlez aussi du recyclage. Ah, c'est marqué là. Il est urgent de généraliser le recyclage. C'est une très bonne intervention. Et ouais, là, bah, je vous crois. Hein. Et effectivement, le recyclage, c'est une des solutions. Mais justement, lorsqu'on parle de recyclage, donc le recyclage des métaux, c'est un potentiel énorme. Aujourd'hui, effectivement, le potentiel qu'on a, il est encore mal connu. Mais déjà, malheureusement, comme aujourd'hui mon intervention, c'était les limites, chaque fois que je parle de quelque chose de positif, je reviens sur les limites du recyclage. C'est quoi les limites du recyclage? C'est que quand même, vous en perdez beaucoup, vous en dispersez. Certains métaux ont une limite en durée de vie. Hein. Vous connaissez les métaux radioactifs notamment. Ceux-là aussi sont condamnés rapidement. Et effectivement, après, une autre limite, hein, mais celle-là, on pourrait se dire il faudra y pallier, ça va être la limite économique qu'on va forcément avoir. Donc, pour toutes les... Dans tous les éléments qu'on va avoir, on va toujours se dire, et alors ça c'est mon dessin que vous avez pour le cuivre, hein, mais ce sera pour chaque métal. Vous avez ce dont vous avez besoin, ce dont vous allez recycler, et effectivement, vous allez pouvoir en recycler une partie, mais forcément, vous allez avoir une perte. Et là, ça me vient à quelque chose qui, ces limites du recyclable, fait que, eh ben, finalement, je vous ai parlé d'énergie renouvelable en solaire ou en éolien ou autre, mais si je mets le matériau en face, eh ben, je ne peux plus parler d'énergie renouvelable. Je ne peux plus parler d'énergie renouvelable puisque, oui, l'énergie, elle se renouvelle, mais le métal, alors bien sûr, j'en recycle un petit peu, et le plus possible, mais je ne pourrai jamais avoir 100% de récupération. Donc, je vais avoir, et ici, je vais avoir, par exemple, aujourd'hui, j'ai pris l'exemple des déchets de panneaux photovoltaïques, hein, et ces déchets de panneaux photovoltaïques, ben, effectivement, c'est quelque chose qui est gigantesque à venir sur ma courbe. Bien sûr, je vais dire, alors selon
scénario, et selon le scénario de récupération, hein, je commence à me dire qu'est-ce que je peux récupérer, combien je peux en récupérer. Aujourd'hui, comment je fais pour récupérer, recycler un panneau photovoltaïque le plus simple. Alors, il y a différentes technologies, il n'y a pas encore beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de marché parce que le marché n'existe pas encore puisque les panneaux sont relativement récents. Donc, c'est pas qu'on ne sait pas faire, mais aujourd'hui, il n'y a pas assez à faire. Mais en gros, c'est un fil de diamant qui va couper le panneau et qui va essayer de récupérer d'un côté le silicium et l'argent et de l'autre côté ce qui est moins précieux, hein, qui est le verre. Ou que ce verre, lui, je peux le faire fondre et le récupérer presque à l'infini, et avec du sable, je peux faire du verre. Et si j'ai l'énergie solaire, je suis de nouveau recyclable. Mais par contre, quand je vais avoir mon mélange de silicium et d'argent, je peux, avec un certain nombre de produits chimiques, récupérer l'argent. Le silicium, bon, je ne saurais pas trop quoi en faire parce qu'il me faut du silicium purifié et je vais l'abandonner. Et donc, je vais à chaque fois quand même perdre un petit peu. Et donc, il va falloir, ce que je vous ai déjà dit avant, aller sur quelque chose qui s'appelle l'analyse de cycle de vie. Et l'analyse de cycle de vie, c'est pour chaque élément, elle va me dire quel effet je vais avoir, hein, sur le climat, sur l'ozone, sur tout ce que je vais utiliser. Je vais avoir un élément et je vais rentrer dans cette analyse de cycle de vie, le recyclage de l'élément, pour pouvoir me dire, voilà, je vais avoir un impact, ça c'est malheureux, je vais le recyclage va avoir un impact, et je vais essayer d'aller du début du matériau jusqu'à la tombe, hein, qu'on appelle, pour voir un petit peu quel va être cet impact. Je termine bientôt. Donc, simplement pour vous dire, pour vous donner quelques exemples, pour le photovoltaïque, je vous ai dit, l'argent, c'est devenu un gros problème. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer l'argent par le cuivre. Et bien, si vous arrangez l'argent par le cuivre, là, j'ai montré un petit peu la production de cuivre, l'explosion de cette production. J'ai encore aujourd'hui du cuivre, et je vais dire... Et là, on a arrivé. Je veux dire, si je regarde les ressources, finalement, il y en a qui vont dire, oui, regardez, ça, c'est les ressources connues. Hein. Et en fait, aujourd'hui, ça augmente d'ailleurs, hein, les ressources du cuivre, parce qu'on en cherche de plus en plus, parce qu'on va aller de plus en plus loin. Mais encore une fois, c'est juste gagner 10 ans, c'est gagner 20 ans. C'est en tout cas absolument pas pérenne. Ce que je voulais dire, c'est que on peut racler la terre entière. Hein. Là, j'ai mis un petit peu toutes les ressources qu'on peut trouver et que les gens des mines ou bergers nous disent, regardez, on va chercher. On peut, notre exemple, dire, maintenant, on va mettre des mines dans les villes. Ah oui, parce qu'il y a encore, avant, on ne pouvait pas chercher, donc on peut chercher, Et ce sera mon dernier transparent. Pour moi, la solution, je ne l'ai pas, je vous l'avais dit au début, hein, je suis désolé, mais en tout cas, elle se trouve dans l'usage raisonné des ressources. Mon discours, c'était de se dire aujourd'hui, donc, on a un monde qui est dominé uniquement par des énergies fossiles. On veut le transformer demain par des énergies qui vont être renouvelables. On va en faire quelque chose de décarboné. Par contre, il est urgent d'aller plus loin finalement que de se dire je vais vers cette énergie renouvelable, c'est d'aller vers l'économie de matière. Et donc, mon cycle, ça va être une économie de matière, une économie de ressources pour pouvoir produire à bas carbone et avoir un monde qui arrive à trouver cet équilibre. Et si je reviens à ce que je vous ai montré tout à l'heure en vous disant notre enjeu, c'est d'arriver à consommer chaque année ce que la Terre nous produit, c'est là qu'on aura... Il faut qu'on remonte, hein, et la remontée, pour moi, dans cet usage des ressources, c'est cet équilibre de je consomme ce que je produis. Je ne sais pas si je peux y arriver, mais ce que je sais,
c'est que si je n'y arrive pas, eh ben, mon monde ne peut pas continuer à tourner très longtemps. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ça vous a intéressé. Nous avons maintenant 10 minutes de pause, puis seconde partie de la séance. Nous entrons maintenant dans la phase de discussion de l'intervention présentée par l'intervention d'Étienne Wurtz et ce qu'il nous a appris, les voies, les pistes qu'il nous a proposées. Et pour commencer, le dialogue s'engage entre Elisabeth Parentier et Étienne. Voilà, donc je voudrais vous remercier beaucoup pour cette présentation qui était si claire, si pédagogique que, en tant que personne tout à fait extérieure à ces compétences et à cette discipline, j'ai cru comprendre l'essentiel et les enjeux qui se présentent. Et donc je pars d'un point de vue tout à fait novice en la matière, à partir des questions que finalement les usagers se posent dans une lecture du monde d'aujourd'hui. Et en fait, je vais aller dans deux directions en posant brièvement des questions. La première par rapport à ce que vous avez dit des ressources, puisque vous êtes parti sur les ressources. Moi, je prolonge un petit peu en tant que théologienne après sur la question des humains, des personnes et des enjeux pour les personnes, puisque c'est un peu aussi notre sujet. Je voulais d'abord dire que j'ai trouvé très positif la manière déjà dont votre langage a posé la question, puisque vous n'avez pas dit les ressources, ça va dépendre de ce qu'on peut tirer de la Terre ou de la planète, mais vous avez dit au contraire ce que la planète peut nous donner. Et je pense que ça, c'est déjà une manière de poser la question qui est tout à fait à l'inverse de la logique consumériste. Je vais profiter du maximum pour tirer le maximum. Et je pense que déjà, ce changement de langage est essentiel. Et ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est comment vous l'avez situé dans le cycle du vivant et dans un cycle interactif qui nous échappe généralement quand on n'est pas compétent en la matière, et le fait que finalement, il n'y a pas d'idéal en soi. La consommation de bois, quand elle est trop abondante, va aussi entraîner un problème même planétaire. Donc finalement, il n'y a aucune solution qui soit en elle-même idéale. Et ce qui est évidemment très très difficile pour nous, c'est que chaque possibilité entraîne une nouvelle limite et que finalement on n'arrive jamais au bout de la logique même de cette utilisation des ressources. Alors pour le premier point, c'était la question que je me suis posée par rapport à l'impuissance des personnes non compétentes, puisque vous êtes spécialiste, vous travaillez avec des professionnels, alors que les personnes non compétentes, comme la majorité de la population, se posent la question comment nous pouvons vivre ces modifications, ces changements. Qu'est-ce que nous pouvons contribuer? Bon, ça, on y viendra peut-être encore tout à l'heure. Mais surtout, est-ce que nous ne sommes pas le jouet de choix politiques? Alors, je voulais un petit peu vous lancer là-dessus parce qu'on a bien cette impression d'être aussi dans des choix politiques de nos gouvernements respectifs. Et par exemple, venant de France, vivant en Suisse, je m'interroge sur cette différence de choix politiques énorme entre Allemagne et Suisse, et la France de l'autre côté. D'un côté, les énergies renouvelables solaires, éoliennes, et de l'autre côté, nucléaire. Et vous n'avez pas du tout évoqué le nucléaire. Donc, il y a quand même là, dans les choix politiques, aussi des choix environnementaux, des choix d'avenir qui dépassent les personnes et dont nous sommes les jouets. Donc finalement, comment se passe, comment est-ce qu'on peut, nous, en tant que personnes qui vivons ces limites et ces difficultés, avoir une action ou être formés ou informés et être liés donc aussi au processus décisionnel. À quel niveau est-ce qu'on peut, quelque part, avoir une petite zone de liberté et de jeu? Ok, merci beaucoup. Alors, en fait, oui, pour moi, il y a deux questions dans la question.
il y a la question et ces choix politiques, et il y a ces questions et cette décision et cette part, ce colibri qui fait sa part, qu'est-ce que je peux faire ? Au niveau énergie, effectivement, je travaille pourtant dans le commissariat des énergies atomiques, donc le nucléaire, on connaît bien. J'en ai pas parlé. On peut en dire un mot. Je pense que ce qui est important, on en a un tout petit peu parlé avant, mon travail, c'est le mix énergétique. Le mix énergétique, ça veut dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas une solution demain, il y aura un mélange de beaucoup de solutions. Ces pays qui, effectivement, politiquement, se renvoient la balle, je vais vous donner quelques exemples un petit peu amusants. Si on prend d'abord l'exemple, il y a quelque chose qui m'amuse toujours quand je parle, puisqu'on est en Suisse, c'est que en Suisse, vous avez une réglementation assez forte qui incite à utiliser l'énergie renouvelable, notamment dans vos bâtiments, et donc essentiellement hydraulique. Il se trouve que nous, on fait du nucléaire. La Suisse dit non, on n'aime pas trop le nucléaire. Mais vous avez une énorme chance en Suisse, c'est que vous avez la plupart de vos très grands barrages où vous pouvez remonter l'eau la nuit pour utiliser l'énergie pendant la journée. Alors que nous, il n'y a qu'un barrage, il y en avait un autre mais ils ont arrêté, il n'y a qu'un barrage qui a été conçu comme ça, et donc on ne peut pas stocker l'eau. Et donc la nuit, quand on a beaucoup trop de nucléaire, qu'est-ce qu'on fait ? On l'envoie chez vous en Suisse, vous nous le rachetez pour pas grand-chose, vous remontez l'eau dans vos barrages, et vous dites, nous on est très propre parce qu'on n'utilise que de l'hydraulique pour utiliser l'énergie, et donc on dit les Suisses au moins ils sont propres et les Français ils font du nucléaire. Donc c'est simplement un petit détail. Mais après, autre chose qui est très important, c'est qu'on est sur un réseau complètement européanisé. Il n'y a pas de réseau français, de réseau suisse. L'électron que vous allez produire au nord de la Finlande, s'il veut alimenter le sud de l'Espagne, il va mettre 40 millisecondes. Donc en 40 millisecondes, vous allez de l'un à l'autre. Donc ça veut dire que votre réseau électrique, tout le réseau, tout émaillé. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas physiquement quelque chose qui s'arrête. Et même s'il y a il y a un réseau d'Europe du Sud, d'Europe du Nord, mais grosso modo, tout est maillé. Donc on fait des choix d'un côté, et après, tout est utilisé et on injecte à l'intérieur de l'énergie, et personne ne dit est-ce que c'est du nucléaire, moi je prends, si c'est du charbon je prends, etc. Je pense quand même, alors là je vais quand même m'engager un petit peu, parce que même si je pense que l'intérêt, on doit aller vers un réseau décarboné. Je pense que en tout cas avec nos collègues allemands, parce que vous vous doutez bien qu'au niveau scientifique on travaille tous ensemble entre collègues chercheurs. L'Allemagne a fait une erreur de se dire ils avaient des centrales nucléaires et sous la pression écologique, on dit on arrête ces centrales. Elle a fait une erreur d'arrêter. Je ne dis pas d'erreur de ne pas relancer, mais d'arrêter et de dire voilà, j'arrête tout ça et je vais utiliser le charbon en attendant que le solaire arrive. Ça n'avait aucun sens. C'était une pression, je pense que tout le monde peut le regretter. Ça a fait plus de dégâts qu'autre chose. Politiquement, oui, il faut aller vers un réseau décarboné. Politiquement, je dirais que le nucléaire, ça représente très peu. Je vous l'ai montré. Alors en France, bien sûr, on a 70 ou 80% de nucléaire. Mais là aussi, alors je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je critiquerais plutôt le nucléaire en disant aujourd'hui, on fait du nucléaire de première génération. Dans quelques générations, on utilisera beaucoup, beaucoup mieux l'atome. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le nucléaire, quand vous prenez un atome, vous avez 1/8 qui vous sert à faire de l'énergie, 7/8 qui sont des déchets à recycler. Donc on dit c'est un peu dommage, et ces déchets, on en a pour quelques centaines de milliers d'années à ce qu'ils soient plus radioactifs. Alors qu'avec du nucléaire de 4e génération qui va arriver, on utilisera beaucoup, beaucoup mieux le nucléaire et les déchets, donc on aurait pu attendre un petit peu avec. Mais ça, ce sont des détails. Le nucléaire est très, très bon au niveau impact environnemental, meilleur que le solaire, photovoltaïque, meilleur que le vent. C'est le meilleur qu'on puisse avoir. Mais
encore une fois, le nucléaire, c'est, pour moi, même à l'échelle de l'Europe et encore moins du monde, c'est pas du tout la question. Parce que la question, je vous l'ai montré, on doit aller vers un réseau décarboné à 35% de vent et 35% de solaire et 10% de nucléaire et 15% d'hydraulique. Donc après, vous avez des choix de pays qui sont, on est vert, on dit qu'on veut pas de nucléaire, on est français, on dit qu'on veut du nucléaire parce que De Gaulle il avait aimé le nucléaire. Ce sont des choix discutables qui sont politiques de très court terme, qui vont pas influencer le fonctionnement global de la planète. Et voilà, on va continuer un peu à tourner autour pour arriver vers ces schémas que je vous ai dit à une échelle de 20 ans. 20 ans, c'est très très court. Donc finalement, quelles que soient ces décisions politiques, c'est des décisions où celui qui est en place se fait plaisir, mais la machine est lancée et on va aller vers un peu vers ce que je vous ai montré. Ça, c'était pour parler un petit peu de ces tensions politiques où il va plutôt falloir se dire, est-ce que j'ai du soleil ? Si j'ai du soleil, je vais faire de l'énergie solaire. En Allemagne, j'en ai pas tant que ça. Est-ce que j'ai du vent ? Si j'ai du vent, je vais faire du vent. Et je vais plutôt m'adapter à mes ressources. Et on revient aux ressources et à l'usage des ressources, plutôt que avoir des décisions politiques parfois un petit peu à l'emporte-pièce. Et nous aussi, en France, on a dit on arrête Fessenheim, puis tout d'un coup, oui, mais je relance le nucléaire. Voilà. Chaque nouveau président va changer. Il faut aller vers un réseau décarboné. On a un moyen d'y arriver. Donc, ça, c'est une première question sur les politiques. Et après, c'est les gens. Après, c'est de se dire, et là, je ne l'ai pas montré, mais j'aurais pu le montrer, ce réseau décarboné à l'horizon 2050, on ne peut pas y arriver sans réduire la consommation d'énergie. Parce que la consommation globale actuelle, elle est trop importante. Et si on continue chacun à faire, on n'arrive pas à avoir cette énergie. Et donc, il va falloir réduire le total pour arriver. Et donc, quand je parle de mes 35%, c'est un total où j'ai aussi une part de non-consommation, de sobriété. Et après, cette sobriété, elle est simple. Elle est effectivement, de toute façon, le plus grand réservoir de consommation énergétique, c'est les bâtiments. Et aujourd'hui, il faut accepter, et j'ai presque envie de dire c'est le plus facile, parce que dire je ne veux plus prendre l'avion, je suis embêté, mais isoler ma maison, je sais faire. Réduire mes consommations de chauffage, je dois pouvoir faire. Avoir des chauffe-eau qui chauffent mieux, je sais faire. C'est de nouveau un choix politique, c'est de nouveau un intérêt, mais il ne faut pas se dire oui, je vais isoler quelques bâtiments et ça va marcher. Il faut se dire, et là on revient dans le politique, se dire c'est un enjeu majeur, mais un enjeu majeur quand on regarde les coûts, en France, on arrive à des milliers de milliards d'euros. Et donc, des milliers de milliards d'euros, c'est le déficit de la France. Donc, se dire, ah oui, on va mettre 500 millions dans l'énergie, non, c'est pas ça. C'est de se dire, d'être conscient chacun, personnellement, et là, on revient à sa part soi-même, c'est mon bilan carbone. Et on va y arriver, vous allez le voir, et ça va venir bientôt, parce que maintenant, ça a commencé par les scientifiques, puis les étudiants, puis les communautés, c'est dire quel est mon impact carbone personnel annuel. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Certains ont peut-être déjà répondu à ces petites applications qui sont très intéressantes, que vous tapez sur Internet « impact carbone », vous savez votre impact carbone. Et vous savez, par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, si votre impact carbone, il est compatible avec ce qu'on a vu ou pas. Et là, effectivement, c'est très, très différent. Parce que là, on était juste sur une toute petite partie. Je vous ai parlé d'énergie et de métaux. Mais vous avez votre nourriture, vous avez vos modes de vie, vos achats. Et vous allez voir, et c'est très intéressant, je trouve, à titre personnel. Un peu comme la fraise du climat, c'est des outils qu'on a, et là on est des petits colibris en se disant tout d'un coup, ah bah oui, là j'ai essayé, et je vois que j'ai un pic là qui m'embête, mais finalement je suis assez bon, parce que souvent on se dit, on essaie toujours d'être bon quand même, et on se dit, tiens, mais c'est là qu'il faudrait que je travaille.
Et tout d'un coup, on se dit, bah oui, c'est possible, et que chacun peut arriver finalement à consommer autant qu'il va produire sur sa planète. Ça veut dire effectivement réduire le transport, ça veut dire regarder sa consommation de chauffage, ça veut dire... Et si chacun déjà peut se dire, moi à titre personnel, je fais ma part, effectivement, je pense que ça, c'est quelque chose qui va, dans les 2-3 ans à venir, se généraliser. Et je pense que dans 3 ans, tout le monde aura au moins une fois tapé cette application qui est quand même très très intéressante parce que parfois vous êtes surpris de là où vous allez consommer. Pour reprendre des exemples, c'est pas forcément parce que j'ai consommé moins, mais si je dis mais moi j'achète beaucoup de vêtements, les vêtements de l'autre côté ils vont beaucoup consommer. Donc voilà, chacun trouvera ses limites. Aujourd'hui on n'y est pas du tout et on va avoir une grosse transformation dans 2-3 ans, quoi. Alors en quelque sorte vous avez anticipé la question que j'allais poser, mais je vais y revenir dans un autre sens. Mais je voulais juste donner un exemple qui m'a beaucoup frappé pour montrer finalement les décisions politiques intéressantes. C'est que l'Université de Strasbourg, la présidence de l'Université de Strasbourg a décidé, au vu de la consommation énergétique, de fermer pendant 2 semaines tous les locaux, ce qui a permis d'économiser en 2 semaines 2 millions d'euros de consommation de chauffage en hiver. Ça a été extrêmement critiqué comme décision d'obliger les étudiants, le personnel à partir pendant 2 semaines, mais ça a permis des économies impressionnantes. Ici, l'Université de Genève a aussi choisi une voie très intéressante, puisqu'elle a choisi, dans un autre sens, d'investir dans l'isolation des nouveaux locaux, de construire tous ces nouveaux locaux avec des normes extrêmement strictes, et aussi d'investir dans les panneaux photovoltaïques. Donc on a là 2 exemples intéressant de choix politiques, de choix pour le chauffage. Mais moi, je voulais revenir à ce que vous venez de développer, c'est la question comment nous autres, les personnes, les usagers, pouvons en quelque sorte changer nos mentalités, parce qu'on arrive ici à la conception même de notre vulnérabilité, de notre finitude et surtout de notre dépendance de la Terre, alors qu'on imaginait que c'était finalement nous qui dominons la Terre. On voit finalement la vérité de nos limites et de notre vulnérabilité, ce qui est un changement d'état d'esprit. Mais dès qu'on parle de sobriété et d'austérité, et vous venez de les évoquer tellement souvent, c'est finalement complètement contre-intuitif aujourd'hui, où on veut surtout vivre comme on a envie de vivre, et que les nouvelles générations sont peut-être encore moins que celles qui ont vécu les guerres, prêtes à changer, encore qu'on a aussi des générations qui veulent changer la manière de vivre. Alors moi, je me posais la question, qu'est-ce qui fait changer les esprits ? Avec quel langage ? Le langage moralisateur, ça ne fonctionne pas. Le langage d'autorité, ça ne fonctionne pas. Alors, vous avez donné un excellent exemple auquel je n'avais pas pensé, avec l'impact personnel qu'on peut avoir. Alors, je pousserai simplement la question un peu plus loin. L'impact carbone à titre individuel, ça peut être très intéressant pour faire changer nos mentalités, mais en temps de paix, de stabilité, mais qu'est-ce qui se passe dans les temps de troubles, de difficultés, de conflits dans les pays où finalement il y a toutes ces contingences qui s'ajoutent, est-ce que finalement tous ces tracas ne devraient pas nous mener à une conscientisation beaucoup plus mondiale, puisque vous avez bien montré comment tout est interactif et que notamment ce partage des ressources pourrait se passer de manière extrêmement renouvelée, en montrant l'exemple de l'Afrique et du Soleil. Est-ce qu'on n'aurait pas à développer une conscience planétaire d'échange et d'échange de dons dans plus large ? Oui, alors avant ça, le principal souci qu'on va avoir, c'est que, et vous le savez, on dit oui, la solution, c'est que nous, on puisse réduire un petit peu nos ressources, puisqu'on consomme trop. Sauf que déjà, on a parlé d'Afrique, on a parlé d'Asie, tous ces pays-là, qui sont largement en dessous de notre niveau, se disent « Et nous, pourquoi
on devrait réduire, alors que nous, on est à 10 fois votre niveau. Donc déjà, on va être obligé d'accepter que ces pays se développent et augmentent, ce qui fait qu'il va falloir encore réduire plus pour nous. Et je crois qu'on a cette vraie question du partage de notre planète, parce que maintenant on a compris que tout était mondial. Je vous ai dit, pour l'Europe, c'est pour l'électricité, mais pour l'impact de carbone, on est sur quelque chose de mondial, et chacun devra faire sa part. Et malheureusement, on devra faire beaucoup plus notre part si on veut que certains pays augmentent plus. Et on est sur des problèmes beaucoup plus graves que ça, puisqu'on se dit, oui, déjà, réduire, c'est pas simple. Dans certains pays, on sait que la température des pays qui va augmenter, elle sera supérieure à la température que le corps humain pourra supporter. Ce qui fait que ces pays vont être obligés de se vider. Or, quand ils vont se vider, ça voudra dire aller vers les pays à côté. Les pays à côté ne voudront pas les accueillir. Donc, ça veut dire guerre, etc. Donc, on est sur des problèmes géopolitiques qui sont dramatiques, qu'on regarde, nous, effectivement, aujourd'hui, de notre petite échelle. Mais d'un côté, on se dit ça. De l'autre, c'était assez simple. Quand je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous ai dit, maintenant, pratiquement en 1 an, en 6 mois, un peu plus qu'une demi-année encore, on a consommé toutes les ressources de la planète. Donc la solution, oui, elle est au niveau mondial. Il faut qu'on arrive à gagner 1/3 de moins. On pourrait se dire, ouais, 1/3 de moins, pourquoi pas, avec effectivement des pays qui vont devoir gagner plus pour que nous, pour qu'on puisse réduire. Et donc, on revient à comment je peux faire évoluer les choses. Et c'est l'exemple que je vous donnais. Et je pense que pour moi, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, ce qui ne se mesure pas ne progresse pas. La vraie révolution quand même à venir, c'est que chacun puisse mesurer son impact. Que chacun puisse se dire, dans toute ma vie, de tous les jours, je suis capable de savoir, dans tous les niveaux, quel est mon impact sur ma petite planète. Aujourd'hui, on est capable de le faire, on n'est pas capable de le généraliser, mais c'est lorsqu'on aura la possibilité de donner quelque chose de très simple à chacun, que chacun pourra se dire, voilà, se fixer un objectif et se dire, parce qu'aujourd'hui, on vous dit il faut consommer moins, on vous dit, mais si on vous dit il faut consommer moins chez vous, souvent je donne l'exemple des voitures. Avec la voiture, vous avez un radar, vous avez de la police, vous avez tout ça. Votre bâtiment chez vous, vous n'avez pas de compteur de vitesse, vous n'avez pas de radar, vous n'avez pas de policier. Donc, on est chacun dans une inconnue un peu totale sur oui, j'ai un téléphone, oui, j'ai un ordinateur, je mange de la viande, je ne mange pas de viande, je me chauffe, j'ai une voiture électrique, j'ai un vélo. J'ai aucune idée, non pas de est-ce que je pollue ou pas, ça je le sais à peu près, mais de me donner une limite et me donner une valeur, et après je pourrais faire l'effort qu'il faut par rapport à la valeur qu'on m'a donnée. Mais si on me dit il faut juste faire mieux, je dis oui, faire mieux, c'est jusqu'où? J'arrête le téléphone, j'arrête l'ordinateur, j'arrête. Ah, ça suffira pas encore. Elle dit oui, mais moi, je peux me chauffer à 0 degré. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il va falloir faire pour l'usager, c'est lui dire combien il consomme et combien il a le droit de consommer. Et là, on pourra trouver les voies d'amélioration. Merci. Alors, je pense que maintenant, on va vous permettre à vous d'intervenir. J'aurais une question sur l'échelle de la consommation planétaire. Quand on a consommé les ressources, comment elle est faite? Parce que dans la suite de votre exposé, vous avez évoqué évidemment les enjeux sont liés à l'énergie et les métaux. Ce n'est pas des ressources renouvelables. C'est un gâteau qui diminue petit à petit. Et donc, comment est faite cette échelle? Je peux le comprendre sur
Oui, alors. Répète la question une seconde. Oui, Comment, je vais répéter. comment est faite... Oui, tu peux le faire. Oui, je comprends bien. C'est ce fameux diagramme où, alors, on essaye. Alors, c'est exactement ce que je venais de vous dire sur la personne. Il faut avoir une règle pour pouvoir comprendre un petit peu. Donc, bien sûr, elle a ses limites. Et on ne dit pas que c'est complètement exact. Par contre, ce qu'on sait, c'est que dans le fonctionnement, alors vous l'avez dit, mais je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, il y a des métaux qui vont disparaître définitivement. Ces métaux-là, on en a déjà fait le deuil. C'est pas là-dessus que je vais pouvoir donner mon diagramme. Par contre, et heureusement, on a, je vous le disais par exemple, le cas du silicium pour le photovoltaïque, c'est une ressource quasiment infinie. Il n'y a pas de limite, c'est pas et il y a, je l'ai pas montré là, mais dans la table des éléments, il y a un assez grand nombre de métaux qu'on a en grande quantité. Et donc certains, il faut substituer. L'indium qui servait à faire du voltaïque, on n'en aura pas. Aujourd'hui, il faut le substituer. Mais substituer des métaux entre eux, c'est des choses qu'on saura faire. Et il ne faut pas Enfin, c'est ce que je vous disais pour la biodiversité. On a des mammouths qui ont disparu, on vit encore. On a des métaux qui vont disparaître, on vit encore. Des métaux, finalement, c'est des alliages. Si je prenais aujourd'hui, je donne un autre exemple avant de répondre à la question, mais photovoltaïque, on se dit après le silicium viendra le perovskite. Le perovskite, c'est pas un métal, c'est un état granulaire. C'est-à-dire qu'il vous faut et différents métaux peuvent faire cet état granulaire. Donc, c'est pas, oui, le nickel, oui, c'est quelque chose qui va disparaître, mais ça ne va pas empêcher la planète de fonctionner, même à très très long terme. Donc, c'est pour ça que on ne prend pas dans ce diagramme en compte le fait qu'il y ait de la disparition ou la disparition de la biodiversité. Dans ce diagramme, on essaye plutôt de se dire j'ai un potentiel que j'avais, par exemple, en 71, où j'utilisais les ressources. Ouais, je pourrais le remontrer, mais c'est ce fameux cycle que j'avais à gauche où j'ai de la nourriture, j'ai de la production, j'ai de la consommation. J'ai un cycle complet. Et ces cycles complets qui doivent être équilibrés entre la production, les déchets, etc. Et ces cycles qui peuvent être équilibrés ou qui peuvent être non équilibrés. Et ils sont non équilibrés, effectivement, quand je commence, notamment même en nourriture, à se dire, par exemple, pour la pêche, je vais dire, je vais utiliser plus de poissons que les poissons vont se produire. C'est la pêche industrielle. Et aujourd'hui, et c'est pour ça que ce diagramme est compliqué, parce que c'est toutes les thématiques mélangées. Je vais avoir la pêche là-dedans, la pêche industrielle, je vais avoir la disparition de la viande qui, effectivement, j'en consomme trop par rapport aux animaux que j'ai sur la Terre, etc. Et c'est quelque chose de global où j'ai regardé finalement un peu chaque domaine et chacun a mis son domaine. C'est mon diagramme du tout au début, quand j'ai mon diagramme avec toutes mes limites. Et là-dedans, j'ai toutes mes limites et chacun dit, moi là-dessus, au bout de tant d'années, autant de jours de l'année, je suis à mes limites, moi je suis à limite. Et après, on fait la moyenne de tout ça et on tombe sur quelque chose, et je reconnais, qui est certainement pas exact, mais qui permet de se rendre compte, de mesurer. C'est vraiment l'idée de se dire, j'ai conscience que finalement, quelque part, avec ma façon de mesurer, et je suis d'accord, qu'en 71, j'étais à peu près équilibré, que depuis j'ai ce rupture de l'équilibre. Oui, puis ensuite, allez-y monsieur. Oui, j'ai une question en fait aux deux intervenants. On va se trouver dans les quelques dizaines d'années qui viennent dans une révolution copernicienne, même plus que ça, puisqu'on va devoir accepter ou se rendre compte que le monde dans lequel on vit est un monde limité. Qu'en est-il de l'humanité là-dedans? Quel l'impact
Ouais, juste, après, je vous laisserai aussi répondre, puisque chacun peut. Ouais, je vais faire très vite. Synthétise ce qu'il a dit. Ah, oui, alors la question, elle est effectivement de nouveau sur la limite, hein, et la limite en se disant, mais de toute façon, là, on arrive à une limite dans 20 ans, dans 30 ans, on ne sait pas trop, parce que, effectivement, quand on voit l'ensemble de ces paramètres, chaque paramètre aujourd'hui est dépassé. Donc, en gros, c'est qu'est-ce qu'on fait d'ici 30 ans, d'ici 40 ans? Est-ce qu'on a conscience qu'il y a une certaine limite à tout, quoi? Et j'ai envie de dire oui. Je rajouterai un élément qui est à la fois affolant et à la fois qui risque d'être une solution. Je n'ai pas du tout parlé de démographie. Aujourd'hui, on a aussi une démographie qui est en diminution. Jusqu'à présent, dans tous les pays, enfin, on était en croissance. L'Europe, ça fait un moment que c'était plus compliqué. L'Asie, aujourd'hui, devient aussi compliquée. Et on a peut-être quelque chose qui va se rencontrer, cette démographie qui va se réduire. Et longtemps, on s'est dit, ah bah oui, on va croître et on va être 6 milliards, on sera 9 milliards, et peut-être qu'on ne sera jamais. Et peut-être qu'une solution à cette limite, elle sera aussi démographique. Et je ne dis pas que c'est la solution, mais je dis qu'il y a le monde. Souvent, je dis la nature, elle vivra sans nous. Finalement, le problème, c'est l'homme dans la nature. C'est pas la nature. La nature, elle vit très bien. Et le monde, il va s'équilibrer. Et si on n'arrive pas, nous, et avec les solutions qu'on a dit de sobriété, les solutions de technologie, eh ben, c'est la démographie qui pourrait être la meilleure solution, entre guillemets. Si on tombe à 2 milliards d'hommes, on passera. C'est pas là où on veut aller, mais c'est pour dire qu'il y a plein de paramètres, qu'il n'y a pas une fin, du monde, une solution est par exemple celle-ci, quoi. Peut-être simplement, de manière brève, dire que précisément l'orientation de la théologie est précisément de rappeler à l'être humain à la fois sa posture tout à fait particulière d'exister, d'avoir la vie, de pouvoir réfléchir, d'avoir la conscience de vivre et de vivre en relation les uns avec les autres, et en même temps d'être un élément de l'univers. Donc au fond, normalement, théologiquement, si on regarde les textes de révélation judéo-chrétiens, c'est bien l'humain dans la création et en relation avec les autres. Malheureusement, dans la vie des églises et dans le lien avec les pouvoirs, souvent, précisément, l'être humain est devenu dominateur, comme les églises se sont affiliées au pouvoir politique, et on fait de cette intendance de la création, qui est la vocation. On est fait pour garder le jardin, hein, comme le dit de manière imagée le texte de la création, c'est devenu une domination. Donc en fait, il y a ce principe subversif déjà de la limite, de la finitude qui traverse les textes et qui devrait nous être rappelé. Donc au fond, la théologie a toujours travaillé avec cette notion de la limite, mais en donnant lieu quand même dans la vie des communautés chrétiennes à des dominations. Donc on est constamment en train de devoir être rappelés nous-mêmes à cette réalité subversive. La différence, je dirais, par rapport à une simple orientation de l'être humain seul, c'est que l'orientation est bien l'être humain en relation. Et en cela, on a une belle époque de prise de conscience de la relation avec la création tout entière, alors qu'on se mettait au-dessus de la création. Donc ce retour au sein de la création, d'être une cellule de la création qui n'a pas le monde dans ses mains, mais qui dépend et qui est un être fini, ça c'est un sage rappel à nos limites. Après, il faut que les générations d'aujourd'hui développent précisément la coopération humaine, interhumaine. Et ça, c'est bien l'enjeu que je posais tout à l'heure. Au fond, est-ce que ça nous apprend à être plus pacifiés, plus réconciliés, ou est-ce que ça va générer de nouvelles guerres d'intérêt, de guerres économiques, guerres de survie finalement? Parce que si on arrive à la question de la survie, évidemment, c'est pas les grands principes ni les grands idéaux qui vont nécessairement diriger.
Et tu as évoqué le mot solution. Alors souvent, le mot solution est employé de manière positive, mais on pourrait dire que ce serait plutôt la marque d'un échec s'il y avait un effondrement démographique lié à l'incapacité. Tout à fait. J'étais plutôt... Voilà, c'est un auto-équilibre qui va se faire et ce sera l'échec de nos solutions si on arrive à ça. Mais de toute façon, c'était pour dire, on va aller où si on continue comme ça ? Eh ben, de toute façon, dans ce limite et dans ce qu'on a montré, effectivement, si on veut dire qu'on a consommé la moitié de l'année au bout de 6 mois, si on est 2 fois moins nombreux, ça passera. Mais voilà, c'était à nous de chercher les solutions. Les solutions, pour moi, elles sont à la fois, il y a dans la sobriété et dans la technologie, et la démographie, fera un équilibre s'il n'y a pas, quoi. Mais c'était effectivement, bien sûr, en échec de solution. Ma question est beaucoup plus prosaïque, j'espère tout ça. Supposons qu'on couvre une grosse partie d'un désert africain de panneaux photovoltaïques. Est-ce qu'il y a les capacités, disons, quel est le mode de transport de cette électricité, on va dire, produite de l'autre côté de la Méditerranée, jusque dans les pays industrialisés, ou dans le reste du monde, puisqu'apparemment ça pouvait aller jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, tout ça. Donc, Oui. Voilà, comment est-ce qu'on transporte l'électricité du Sahara quelque part en Australie? Rappelle la question. Ouais. Oui, alors là, c'était une question, effectivement, qui sera plus simple. C'était sur la question du transport de l'énergie. Alors, j'en ai un peu parlé. En fait, il ne s'agit pas, c'était une image que je vous ai montrée de mettre ce carré au centre du Sahara, parce que vous avez le désert du Nevada aux États-Unis. J'ai suffisamment de désert pour mettre. Je ne vais pas le mettre en un seul endroit. Par contre, du transport de l'électricité, c'est pas tellement un problème, même par l'espace. On peut même passer par l'espace. Il y avait un grand projet qui a failli se faire entre le Maroc et l'Allemagne, où le Maroc produisait l'énergie solaire en Allemagne. Il y a une dizaine d'années, ça s'appelait Cristal, ça n'a pas été très très loin d'y arriver. C'est pas pour des raisons technologiques que ça s'est pas fait. C'est de nouveau pour des questions géopolitiques, en se disant oui, si l'Allemagne dépend du Maroc et que le Maroc dit j'arrête, je coupe le fil, qu'est-ce qui devient ? Donc le transport d'électricité, ça n'a pas un souci. L'emplacement, pas un souci non plus, puisque finalement, comme je vous l'ai dit, le mix énergétique, j'ai de l'éolien, j'ai de l'hydrolien dans certains endroits, j'ai du solaire, toutes ces énergies sont finalement potentiellement utilisables. J'ai un problème de ressources, mais je peux y arriver en réfléchissant. Donc, effectivement, il faut que j'utilise les bons métaux, les bons endroits, il faut que je fasse de la sobriété. Mon modèle énergétique serait pas le plus compliqué à mettre en œuvre. Il y aurait une volonté politique et de chacun, on y arriverait. Et j'ai envie de dire qu'à l'échelle du 2050, le réseau décarboné, on y arrivera. Et on n'aura pas le choix, quoi. Et aujourd'hui, tous les États sont d'accord. Donc, c'est quelque chose qui sera pas le plus compliqué, en tout cas, à faire, quoi. Vous avez dit en début d'exposé, à peu près en début d'exposé, que si chacun renonçait à Internet et à son téléphone, tout serait réglé. C'est une façon de parler ou il y a quelques bases scientifiques dedans ? Non, c'est une façon de parler. C'était simplement pour dire la solution, j'avais mis 2 solutions, c'est soit le développement technologique, soit la sobriété. Si je ne parle pas de téléphone et d'Internet, tout le monde me dit la sobriété, c'est sûr que c'est la meilleure solution. Si je dis il faut se passer de téléphone et d'Internet, je vais me dire peut-être qu'on trouverait quand même une solution intermédiaire. Et c'était juste pour dire non, il ne faut pas se passer. On a les deux, mais il faut trouver l'équilibre. On a parlé de technologie et on n'a pas parlé de la fusion nucléaire. Est-ce que ITER est un projet intéressant? Aux États-Unis, ils ont eu un petit résultat très très intéressant, positif, mais ça va demander combien de décennies ou de centaines d'années?
pour avoir une fusion nucléaire décarbonée sans pollution? Oui, oui, alors oui, la question c'est la fusion nucléaire, hein, donc effectivement, on va pas faire un cours de fusion nucléaire, mais ça revient exactement à ce que je vous avais dit tout à l'heure quand je vous disais que la fission nucléaire, le gros problème c'est le déchet, hein, c'est que quand vous faites un atome, il va faire un huitième et les 7/8 ça va être les déchets. Si vous faites ça dans la fusion nucléaire, en gros la fusion c'est comme refaire le soleil, il n'y a plus de déchets, vous produisez de l'énergie quasiment en permanence. Il vous faut des températures gigantesques, c'est ce qu'on fait à ITER, donc avec le CO notamment à Cadarache. Aujourd'hui, c'est vraiment un problème mécanique. Est-ce qu'on sera capable, à l'horizon 2100, là on est sur des horizons 2100, d'avoir quelque chose qui produira et qui ne fera pas brûler le béton, hein, parce qu'on est obligé de mettre des énormes protections, parce qu'on est à des températures qui sont proches de celles du Soleil, donc on se rend compte que c'est compliqué. De toute façon, souvent on dit, mais c'est déjà trop tard. Moi, quand on vous parle, là, on vous parle de 2050, 2100, le gros avantage, je vais vous dire, il n'y a plus de pétrole, hein, donc le problème, il est plus sur l'impact environnemental, puisqu'il n'y en a pas. Souvent, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on vous dira souvent, et ça revient maintenant avec les limites, et on parle de l'augmentation de la température à 2100, on ne parle pas après. On ne vous a jamais dit à 2200 combien il y a. Ben après, il n'y a plus de problème quelque part. On a brûlé nos ressources fossiles. Mais là, on est plutôt sur est-ce que la fusion va arriver pas trop tard par rapport au coût de l'énergie, par rapport à tout ce que je vous ai montré sur d'autres solutions qui vont arriver avant, qui seront du mix énergétique? Je pense que oui, et je pense que, un peu comme je vous disais sur le nucléaire, ce sera quelques pourcents d'énergie, et ça existera certainement, on ne sera pas là pour le savoir, mais ce ne sera pas la solution, la panacée. La solution, elle sera dans le mix énergétique, et ce sera une petite solution très originale parmi beaucoup d'autres. Eh bien, il nous reste à remercier vivement Étienne Wurtz pour son intervention à travers le maquis des possibilités et des difficultés de l'usage des ressources, des possibilités ouvertes, des difficultés, mais on a tout de même vu qu'il y a des possibilités ouvertes. L'avenir n'est pas fermé. Alors, la semaine prochaine, je rappelle que nous quitterons la Terre. Alors, pas à la manière des transhumanistes ou d'Elon Musk et des rêves mais nous quitterons la Terre avec une astrophysicienne qui viendra nous parler de la question des limites, mais cette fois à la mesure de l'univers. Mais en attendant, mille merci. Et à la semaine prochaine.